Monsieur le secrétaire général, monsieur le vice-président, messieurs les présidents, mon cher Bernard, mesdames les académiciennes, mesdames les académiciens, le cœur et les usages, mais le premier bien plus que les seconds, veulent que je prenne quelques minutes du temps et de l'attention que vous avez la bienveillance de m'accorder pour vous remercier profondément de m'avoir invité à participer aux réflexions de votre assemblée en hommage à Jean-Michel du Bernard. Je crains que trop usés, les mots ne soient insuffisants pour exprimer ma reconnaissance et pour lui dire mon admiration l'une et l'autre singulière. J'espère seulement en trouver quelques-uns assez sensibles pour vous faire entendre qu'ils ne sont pas que des mots. À quel point je suis impressionné d'être là aujourd'hui devant vous. Quelques mots assez clairvoyants pour saisir les raisons d'être ainsi touché. Certaines de ces raisons ont trait à la question d'innover que l'amitié de Bernard Duvauchel me demande d'aborder avec vous aujourd'hui et par laquelle il voudrait saluer l'œuvre novatrice de celui que vous appelez Max. Je devrais d'ailleurs entrer tout de suite dans le vif du sujet, car un hommage et des remerciements supposent déjà d'innover, de s'y mouiller, s'ils veulent être autre chose que des rituels. Prenez donc, je vous prie, mes tentatives pour vous dire ma sincère gratitude, comme une façon aussi d'introduire et de commencer ma réflexion, non de la reculer. Paul Valéry, à une assemblée de chirurgiens, disait la conscience que la chirurgie lui faisait prendre de la futilité d'un travail sur les mots. Que vaut une occupation tout intellectuelle dont les productions ne sont sujettes à aucune vérification ni sanction par les faits devant vous qui pensez et agissez sous le contrôle perpétuel de vos actes? Cette conscience se doublait chez Paul Valéry d'un sentiment d'illégitimité lié à son inexpérience totale en matière d'actes chirurgicaux. N'est-il pas embarrassant pour un homme sans expérience d'aller parler de chirurgie à ceux qui la pratiquent, qui agissent et qui ont l'humilité de se soumettre au jugement des personnes sur lesquelles ils portent réellement la main? Vous comprendrez dans ces conditions que je n'ai pas de mal à reconnaître en moi décuplé les sentiments de Paul Valéry à paraître en philosophe devant des chirurgiennes et des chirurgiens. Si lui déclare son insuffisance, quelle insignifiance devrais-je déclarer, moi? Et ce qui aggrave aussi mon émoi et mon embarras de m'adresser à vous, c'est de ne pas pouvoir me prévaloir de la connaissance publique étant né dans la chirurgie, mon père m'y ayant initié très tôt et m'ayant amené à réaliser très jeune quelques interventions en premier de cordée. Je ne fais pas ces déclarations pour me vanter maladroitement devant vous, mais d'abord parce qu'il est courtois de se présenter et éthiquement correct de déclarer ses liens d'intérêt. En l'occurrence, ces liens sont d'affection, celles que j'ai pour la chirurgie. Ensuite, parce que je ne peux pas parler en ce lieu sans évoquer la mémoire de mon père. Enfin et surtout pour vous convaincre de la conscience aiguë que ces expériences chirurgicales de jeunesse me donnent de mon incompétence chirurgicale. Celui qui ne connaît rien d'un domaine peut sans doute imaginer, mais non pas mesurer l'ignorance réelle qu'il en a. Aussi modestes qu'elles étaient, les expériences passées sont amplement suffisantes pour que j'apprécie l'étendue de mon illégitimité et les risques que je prends aujourd'hui à tourner la suite de ce discours vers le monde dont la chirurgie, il y a tout juste 40 ans, n'a finalement pas réussi à me détourner, celui de la philosophie et du dessin, avec lequel je suis venu, à défaut de naître dedans, qui m'appelait plus fort et de plus loin encore que ne le faisait la chirurgie, bien qu'avec beaucoup moins de promesses d'utilité et de réussite, voire même avec de bonnes assurances d'inutilité et de non-reconnaissance, mon père me le prédisait. Un monde intellectuel, certes, un monde tout de verbes, de traits et de vent, sans doute, un domaine d'ombre, dirait Paul Valéry, mais dans un domaine dont je voudrais pourtant vous montrer qu'il est, comme la chirurgie, bien que tout autrement, le domaine de la main et de l'acte, un domaine propice pour réfléchir à ce que veut dire innover, et qui sait, un domaine qui ne serait pas sans la moindre utilité, quoique d'une autre manière que la chirurgie. Je parlerai de l'une à travers l'autre. En relisant le discours aux chirurgiens, on peut se demander si sous les aveux de modestie de Paul Valéry et ses témoignages de courtoisie envers son auditoire, ne se jouait pas autre chose, si en même temps ne cherchait pas à se libérer un questionnement et un regard sur la chirurgie, qui pourrait être d'autant plus nouveau qu'il serait dégagé de servitude à l'égard de celle-ci. Reconnaître notre futilité et notre illégitimité, n'est-ce pas une manière de nous affranchir de liens trop serrés pour permettre l'innovation?
n'avoir pas de biens, de titres ou de pouvoir à défendre, pas d'obligations ni de comptes à rendre, pas de règles à respecter, ni de maître ou de passé à honorer, ne rend-il pas plus facile d'oser? Peut-être que pour oser faire autrement, il faut être extérieur aux pratiques usuelles. Du moins, peut-on se le dire pour s'y exhorter mentalement. L'idée de n'être tenu à rien, de ne rien devoir, de ne rien valoir, a une vertu d'encouragement qui n'est pas à rejeter. Mais de fait, nous ne partons pas de rien. Nous ne sommes pas sans lien ni dette. Innover, ce n'est pas toujours créer ex nihilo. Nous n'avons généralement pas à innover dans un domaine que nous appréhenderions de l'extérieur et dont une intuition géniale nous donnerait d'emblée une vision supérieure, mais dans un milieu où nous sommes immergés et que nous voulons rendre moins insatisfaisant. Ce qu'il faut pour innover, c'est non pas nier les avoirs et les devoirs qui pèsent sur nous, mais plutôt les dépasser ou les retourner d'obstacles en bras de levier. C'est ce que nous disent nos encouragements. Nous ne sommes pas obligés de croire immuables les conditions qui s'exercent sur nous, ni de faire de nos dettes des redevances éternelles. Nous pouvons nous appuyer sur les unes et sur les autres, fussent-elles de peu de consistance, sans en faire des entraves, au contraire. Et nous ne sommes pas forcés de restreindre nos visées à des objectifs, des règles et des critères d'évaluation préétablis. Ce à quoi nous encourager, c'est à alléger le poids supposé de nos devoirs, à desserrer nos contraintes ou les représentations paralysantes que nous en faisons, et à surmonter ce qui se croit établi de façon définitive, universelle ou unique. Il y a fort à faire. Innover pose toujours problème, en chirurgie comme ailleurs, et ne manque jamais de susciter de légitimes résistances. D'abord parce que des problèmes pratiques et des risques se profilent, que ce soit greffer une main, puis deux mains, ou bien pratiquer la première ascension d'un pic, puis ouvrir une voie nord, ou encore concevoir un nouveau langage, puis un autre. Dans tous les cas, ça ne s'était jamais fait. Ça pouvait ne pas marcher, pour des raisons qu'on ignorait, qu'on pouvait légitimement craindre et au-devant desquelles l'acte faisait pourtant aller. Il a fallu essayer. Certains risques pouvaient être mesurés et assumés, pris en connaissance de cause, après avoir rassemblé toutes les conditions raisonnables pour les surmonter. Mais d'autres risques restent inconnus. Il faut accepter de les découvrir en chemin et d'avoir à improviser. Cela peut effrayer ou rendre hésitants certains tempéraments. Cependant, les risques et les appréhensions qu'ils engendrent ne sont pas les seuls obstacles à l'innovation. Les plus sérieux sont d'ordre mental ou éthique, car innover, c'est transgresser, ne serait-ce que les préjugés et les principes d'une éthique précautionneuse et fataliste. Comment essayer de nouvelles méthodes, de nouveaux langages? Comment secouer les liens qui entravent si l'on met en avant le principe de précaution ou la prévention des dangers et si l'on considère ce qui est comme le fruit du destin ou d'une histoire achevée, ne pouvant être autrement? Mais c'est surtout transgresser les usages et les habitudes sécurisantes. Comment innover et porter au jour des possibilités alternatives sans bousculer les habitudes construites autour des solutions existantes et sans trahir ce que l'on a appris? Changer inquiète. L'apparition d'une nouvelle pratique, d'un nouveau langage ou d'une nouvelle pensée est perçue comme une menace par ceux qui ont eu du mal à acquérir une forme de pratique de langage ou de pensée et qui s'identifient à l'effort qu'ils ont fait pour y parvenir. De là, pour certains, le besoin de se recroqueviller sur les pratiques qu'ils voudraient immuables et sur des principes éthiques édifiés pour préserver un état de l'art idéalisé. L'écrivain Hermann Hesse disait que le craintif place un gardien, une conscience, une morale, une police entre son âme et lui et n'approuve rien de ce qui sort directement de cet abîme sans que cette autorité ne l'ait d'abord estampillé. L'artiste, lui, ne se méfie pas de ce pays intérieur, mais justement de ses autorités frontalières. Peut-on s'interdire de transgresser et d'innover? Pourquoi le ferait-on? Pourquoi se l'interdirait-on? Par égard aux règles et aux institutions qui se sont élaborées à force de travail, d'intelligence et d'expérience? Par peur d'être banni du groupe ou du milieu auquel on appartient et duquel on voudrait être reconnu? Par respect de l'éthique et de ce qu'elle protège? Mais quelle éthique? Et qui ou quoi protège-t-elle? Quelle personne, quelle chose, quelles conditions de l'art, ou plutôt quelles idées de celle-ci? Peut-on s'en tenir à une éthique déférente, garante de normes conservatrices,
de savoir et de pouvoir qui nous refusent des possibilités autres que celles que le sort et les usages nous réservent. Il y a un fond de fatalisme et surtout de pessimisme et de méchanceté à maintenir les personnes, les choses et les arts dans leur état, sous prétexte de ne pas leur faire courir de danger et afin surtout de ne pas prendre soi-même de risques. S'il est humain et louable de s'apitoyer, il n'est pas toujours inutile de se demander sur qui ou sur quoi et pour quelles raisons. Je pense à celles et ceux qui font les frais d'entreprises risquées et aventureuses, mais je pense aussi à toutes celles et ceux dont les malheurs et les défauts n'ont pas reçu de solution ou pas de solution satisfaisante et qui sont restés dans leur état malheureux. Bref parenthèse, cette critique qui peut être faite à l'éthique dans sa prétention à protéger les personnes est familière à la chirurgie, me semble-t-il. Par nature, et sans même évoquer ces pratiques innovantes, dans le geste même de porter la main sur les maux d'autrui, la chirurgie est transgressive pour une éthique qui pose en son principe premier le respect de l'intégrité des corps. Dès la première incision, il y aurait atteinte à la personne. À mon sens, ce n'est pas que la chirurgie soit non éthique et qu'elle viole les personnes. Au contraire, les réponses pratiques que la chirurgie apporte aux problèmes concrets des gens, le soin attentif et actif qu'elle prend des personnes réelles, devrait amener l'éthique à s'interroger sur sa maladresse à protéger une idée de personne abstraite. Pour clore cette parenthèse, il faudrait noter que la chirurgie est non seulement transgressive, mais par nature aussi novatrice, car personnalisée, devant adapter ses pratiques à l'anatomie de chaque personne, toujours nouvelle, et à des cas particuliers qui appellent parfois des solutions inédites ou improvisées. De ce point de vue, ce qui est coupable, c'est le refus de chercher des techniques innovantes, adaptées à chaque personne. Ce sont les fausses raisons qu'on se donne pour s'éviter de penser, de chercher mieux et d'affronter les risques. L'éthique, bien comprise, devrait mettre au service de l'innovation sa sensibilité aux personnes et sa connaissance de l'incroyable diversité de leurs points de vue. Ce qui serait non éthique, ce serait de ne pas oser et de ne pas transgresser, de n'avoir pas d'autre ambition ni perspective que de perpétuer des idées reçues et de protéger des règles qui nous condamnent aux solutions communes. Les esprits étroits n'imaginent pas qu'on puisse innover autrement que par intérêt personnel, vaine avidité de gloire ou quête de reconnaissance. Ce sont leurs perspectives étroites. Mais innover, ce n'est pas céder à un activisme empressé d'exploit. C'est avant tout reconnaître l'insuffisance des solutions existantes et ne pas s'en satisfaire. C'est inventer, essayer, porter au jour des possibilités nouvelles et donc transgresser les pratiques et les institutions qui se sont bâties en discipline autour des solutions insuffisantes. Il se peut que dans toute innovation se mêlent des intérêts personnels, comme dans toute entreprise humaine, et peut-être ces intérêts aident-ils à l'audace, mais ils n'en sont ni l'âme ni le ressort. Il n'a pas été suffisamment souligné que l'innovation procédait d'une insatisfaction, d'un refus ou d'une révolte vis-à-vis de l'existant, c'est-à-dire d'une hypersensibilité à ce qui ne va pas et d'une souffrance particulière à le supporter. Marre de l'insuffisant et d'en souffrir, marre de répéter les solutions qu'on sait mauvaises, marre des coutumes qui se contentent de l'insuffisance et s'y enferment, s'y reconnaissent et s'y identifient. Ceci dit, si l'on innove avant tout par refus de désespérer de l'existant, on le fait aussi, il faut le reconnaître, par surabondance d'idées nouvelles et d'aspirations. Non pas tant par envie de transgresser et d'aller de travers, que par croyance que ça pourrait marcher, par confiance dans l'imaginé et l'inconnu. Des élans que les esprits conformistes ne connaissent pas. Pourtant, si chacun de nous aspire à faire comme les autres, par esprit grégaire ou par une certaine soif d'humanité, chacun aspire aussi à se dépasser. Alors nous inventons de nouvelles méthodes, d'autres solutions, de sorte à disposer d'une palette élargie de possibilités et à pouvoir choisir le moment venu, celle qui sera la meilleure pour chaque cas particulier, en pesant soigneusement les indications respectives. Innover et transgresser, c'est à quoi est tenue la philosophie, comme la chirurgie, les sciences ou l'art. D'abord parce qu'il y a matière à insatisfaction en philosophie, ou plus précisément, nécessité de dépasser les naïves satisfactions qui nous envahissent aussitôt que nous nous mettons à penser.
nous nous émerveillons des mots qui nous viennent, des noms et des concepts ou des théories que nous forgeons, comme s'ils nous disaient ce qui est, qui nous sommes et où nous allons, comment être et comment vivre. Mais ne le disent-ils pas trop? Et ne disent-ils pas autre chose? Ces noms et ces concepts sur lesquels nous nous appuyons, ne pensent-ils pas d'avance et à notre place? Certes, ils peuvent répondre à notre besoin d'assurance. Nous pouvons croire ce que nous disons avec eux. Mais ne disent-ils pas les choses générales et convenues que nous demandons à la langue et à la grammaire de dire? Ne manque-t-il pas d'interroger les situations particulières, faute de laisser s'exprimer ce qui demande plus d'écoute et de retenue? De fait, la philosophie est toujours exposée à croire ce qu'elle dit, à s'y enfermer et à se mettre en contradiction avec son projet original. Douter, penser, faire penser, libérer, créer. Si nous voulons pouvoir être et vivre d'une manière qui ne nous installe pas dans une solution arrêtée avant même que nous fassions quoi que ce soit, ne faut-il pas revenir sur notre façon même de dire et de penser ce qui est? Pouvons-nous être à l'aise avec des méthodes et une langue où l'on parle d'être et de choses comme s'ils étaient, alors qu'ils sont seulement supposés par les noms qui les désignent et les usages qui les corroborent, quand ils ne sont pas tout bonnement affabulés, construits à la demande au fur et à mesure que nos discours se déroulent? Allons-nous nous contenter de nous fabriquer des prothèses ou de rapiécer nos interrogations en déplaçant dessus des lambeaux de pensées toutes faites? Voulons-nous nous laisser emprisonner dans des pensées où nous ne nous reconnaissons pas? Leur échapper ne va pas de soi. La philosophie a aussi ses contrôleurs, ses éthiciens et ses lobbies, garants du savoir philosophique, des manières de faire académiques, des intérêts et des pouvoirs. Et la philosophie a aussi ses conformistes, qui répètent les bonnes manières qu'ils ont apprises et qui craignent ce qui les menacerait. Mais ces contrôleurs et ces conformistes, ce sont d'abord nous-mêmes qui défendons nos habitudes de pensée, qui nous servons de notre grammaire pour garantir nos certitudes et qui faisons de nos philosophies des fauteuils confortables ou des prisons dont il est difficile de sortir ou même de voir les murs. Si c'est chercher, être et vivre que nous voulons, alors il faut nous y prendre autrement. Innover, transgresser, bousculer la pensée dans ses habitudes, la faire boiter un peu ou la faire courir de côté pour l'encourager à se chercher. La former dans une langue nouvelle, ou un trou où elle se trouve en quelque sorte étrangère à elle-même. La situation n'est pas perdue, car si la langue, notre langue nous façonne, elle reste une matière vivante à façonner. Nous pouvons placer en elle une confiance supérieure qui dépasse notre légitime défiance envers les usages normatifs qui en sont faits. Si les mots sont les tissus et les organes sur lesquels opère la chirurgie, eh bien, il faut pratiquer sur eux des exéreses, des plasties, des greffes. Inciser les sentences, réséquer les noms trop bavards, retirer les attributs trop savants, extirper les déterminants trop définitifs, dénuder les verbes, exciser les concepts nécrosés, débrider les phrases fibrosées, libérer les textes ankylosés, aviver infinitif et participe, transplanter conjonction et complément, rapprocher et suturer les pensées disjointes, revasculariser et réinnerver les idées déshabitées. Bref, agir. Mettre les mains dans la langue pour remettre la pensée en mouvement, lui rendre ses fonctions, sa mobilité, en rendre l'usage, être, vivre et penser en acte. Sembler vouloir démolir, vouloir outrager, pourtant ne faire qu'innover et essayer. Seulement, essayer de faire être autrement, essayer de dire de sorte à inciter. Prenons nos gants de chirurgie, provoquant la pensée, à défaut de vouloir se substituer à elle. Incitons-la au lieu de chercher à la saisir. Libérons-la, faisons-la être plutôt que la dire. À nous de jouer, de penser personnellement, donnons-nous une place active. Il y a eu et il y aura beaucoup de noms et de concepts en philosophie, beaucoup de théories, beaucoup de jargon taillé sur mesure aussi. Et je n'ai pas pu éviter d'en rajouter, fût-ce en procédant à des soustractions et des allègements, des curages et des drainages. Le recours à de nouvelles façons de faire la philosophie vise à apporter un contrepoint qui n'exclut pas les anciennes manières, qui ne les remplace pas plus qu'une œuvre d'art ou un dessin en efface d'autres, mais qui peut donner de l'air lorsque les chemins conceptuels deviennent trop encombrés et trop décalés de nos préoccupations. Innover, pour conclure,
c'est avant tout permettre d'exister à ce qui n'existait pas. Et accessoirement et inévitablement, transgresser. Ce qui se cherche dans l'innovation, en philosophie comme en chirurgie, c'est une sorte de chemin de traverse, une manière d'être et d'aller différente, destinée non à balayer le reste, mais à l'éclairer autrement, à ouvrir des horizons nouveaux, à libérer des possibilités inconnues, quitte à renouveler les problèmes et les façons de voir. Cependant, innover, c'est peut-être aussi nous révéler quelque chose de nous que nous ne connaissons pas. Solliciter une sorte de réserve, d'indétermination en nous. Donner la parole dans le geste même où nous nous mettons en position active et où nous nous exposons à ce qu'il y a d'incertain et d'indéterminé dans notre condition. Mettre nos verbes en pratique, en action, nous confier à nos mains et en même temps aller au-devant de notre fragilité. Une fragilité qui recèle peut-être plus de possibles que nos assurances. Merci à vous. Merci beaucoup de cette, j'allais dire, habituelle leçon de parallélisme entre effectivement la philosophie et la chirurgie. Mais je pense que c'est aussi dire très bien ce qu'a pu être la posture de Jean-Michel Dubernard tout au long de sa vie, et aussi une magnifique leçon que nous, académiciens, nous devons de retenir. Il est prévu que quelqu'un veuille poser des questions à l'orateur, bien sûr, donc vous êtes invité à poser vos questions. J'aurais deux réflexions à faire. C'est celle du dogme, le dogme en médecine. Je me souviens de nos grands professeurs d'urologie qui, à l'époque, ont commencé à mettre des néphrostomies, trouvaient que c'était impossible de mettre des néphrostomies. C'était en dehors de ces dogmes et qui avait dit « dans mon service, de mon vivant, on ne mettra pas de néphrostomie ». Et il s'est trompé. Je crois que alors nous qui sommes académie et qui devons un peu organiser le savoir, on a une responsabilité très importante justement de ne pas avoir de dogme, parce que les dogmes, ils vont être renversés. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième, c'est finalement qui sont exactement le portrait robot de ceux qui transgressent. Ceux qui ont fait voler les premiers avions, ce n'est pas des ingénieurs, c'est des gens qui avaient envie de voler. Ceux qui ont fait les premières transplantations, c'est pas... on avait un ami qui s'appelait Georges Dureau, qui était transplanteur cardiaque et qui disait, c'était amusant, que, alors c'est enregistré, mais il disait si on avait confié la transplantation aux médecins, compte tenu de toutes les barrières qu'il peut y avoir, la réflexion c'était de ne pas en faire. Et donc il a fallu, et c'est les chirurgiens qui ont commencé à faire les transplantations. Donc c'est intéressant de voir que ces dogmes, il faut savoir les bousculer. Et ce qui est vrai un jour n'est plus vrai un autre jour. Merci. Oui, Ronald Birin. D'abord, vraiment, votre exposé est tout à fait remarquable et qui va toujours tout à fait, il faut le faire imprimer comme le discours au chirurgien de Paul Valéry, je pense. Bon, tout le monde sait ici l'amitié très profonde qui me liait à Jean-Michel, à Max, j'ai toujours appelé Max. La réflexion que je m'étais faite, c'était sur votre analyse de la transgression. Alors j'ai regardé un peu, il y a deux significations à la transgression. La première, c'est aller au-delà des règles. Et alors c'est celle qu'on nous oppose en permanence. En permanence, c'est pour ça, on en discutait avec le président Mar pendant les vacances, ça ne doit pas nous retenir. La deuxième règle, la deuxième signification profonde, et je sais pas aux philosophes que je l'apprendrai, de transgression, c'est aller au-delà de quelque chose. Et c'est ce que nous faisons en permanence quand nous cherchons. Alors avec Max, on discutait souvent et il rappelait toujours ce discours, cette réflexion rapportée par Perfit du général de Gaulle. Perfit lui réclamait en permanence de l'argent pour les chercheurs. Et de Gaulle répondait, mon cher Alain,
pas des, mon cher Perfit, n'appelez pas les gens par leur prénom, c'est pas des chercheurs qu'il nous faut, c'est des trouveurs. Et je voudrais pas garder la parole, mais je crois que Max, c'était un trouveur. Voilà. Pablo Picasso avait... Je ne sais pas si vous m'entendez, Pablo Picasso avait la même réflexion. Quand on lui demandait de quelle manière il cherchait, il disait qu'il ne cherchait pas, il trouvait. Merci beaucoup. Je pense qu'il sera intéressant dans le travail de Jean-Michel Bernard de faire la différence chez lui, mais je pense que Xavier Martin pourrait le faire, puisque c'est lui quand même qui était le plus proche dans les travaux à Lyon. C'était ce qui a été la part d'innovation de rupture, parce que vous avez parlé essentiellement de l'innovation de rupture plus que de l'innovation incrémentale. Et dans le travail de Jean-Michel Bernard, il y avait les deux. Il y avait l'innovation de rupture, l'innovation incrémentale. Je pense qu'il faudrait faire la part des choses. Ça serait intéressant que Xavier le fasse peut-être. Oui, mais je vais m'atteler à ce travail, à cette nouvelle tâche que tu me confies. Alors, tu as les dogmes renversés. Dogmes renversés. Bon, les greffes de visage, on considérait que la greffe de peau était une greffe qui était source de rejet. Alors que la peau vascularisée, qui est finalement un organe, ne s'est pas avérée être une source de rejet. Donc ça, c'est vraiment un dogme qui a été renversé. Les transplantations pancréatiques aussi, ça a été le même saut de grenouille, hein, comme on peut dire, qui a fait qu'avant, on essayait de greffer éventuellement des cellules, des îlots de Langerhans, mais on a greffé l'organe entier, et l'organe entier était moins immunogène que le... Après, les inhumations incrémentales, bon, elles sont moins visibles, parce que ça, c'est tous les jours, c'est le travail de tous les jours. Là, j'ai cité deux de ces principales innovations qui me semblent les plus importantes. Il me semble que même, si je peux me permettre, mais Bernard est mieux placé pour en parler, que même dans la greffe ou la transplantation de main ou de visage, quelque part, une grosse partie des techniques existaient déjà. Des techniques précises de réimplantation, de suture, les détails techniques existaient. Et donc, quelque part, on peut considérer que ces greffes ne sont qu'un incrément dans une succession, dans une histoire qu'on pourrait reconstruire pas à pas jusqu'à effacer. Ce qui est le vrai saut conceptuel, c'est qu'un jour on ose, on prend l'audace devant un patient de dire on va le faire. Il y a des risques qu'on maîtrise et certains qu'on va peut-être pas maîtriser. Et là, il y a un saut conceptuel. Et là, on est dans un autre registre, je trouve, même si on a dû mobiliser des existants. Le fait de les reprendre ensemble et de les réagencer, les recomposer, ça fait une chose réellement nouvelle. On est dans un saut conceptuel. Et donc, je pense qu'il faudra faire attention si on voulait lisser et regarder de près toutes les techniques existantes, de ne pas gommer ce qui, à un moment, a été quand même un geste d'innovation. Merci beaucoup. J'ajoute l'histoire que beaucoup d'entre vous connaissent de Jean-Louis Faure, qui avait dit à un futur interne de lui demander un poste dans son service de chirurgie. Cet interne est devenu un grand patron parisien. Nous sommes dans les années 20, au décours de la guerre de 14-18. Et Jean-Louis Faure lui dit « Mon pauvre ami, qu'est-ce que vous voulez faire en chirurgie? On a tout inventé. » Bien, merci. Donc, on va passer maintenant à la présentation de Thierry Bernet, qui est à Genève et qui, malgré des conditions difficiles, nous fait l'amitié de nous présenter un travail sur, justement, les greffes d'îlots versus les greffes de pancréas. On en parlait. Max avait été à Boston faire son postdoc et il avait travaillé sur les greffes d'îlots.
parce qu'à l'époque, ça a été considéré, chez le RAL en plus, ça fonctionnait relativement, et c'était considéré comme l'avenir de la transplantation, donc c'était la greffe cellulaire. Et ça fonctionnait chez l'animal, mais pas chez l'homme. Et par la suite, les greffes de pancréas ont été faites aux États-Unis, quelques tentatives, mais qui ont abouti à des échecs. Et c'est en fait la technique qu'il a mis au point, qui consistait à injecter une substance dans le canal pancréatique et qui allait fibroser la glande exocrine, laissant la glande endocrine, les îlots, vascularisés. Donc c'était une greffe d'îlots vascularisés. Max aimait beaucoup ce terme de greffe d'îlots vascularisés. Et cette transplantation est encore alors actuellement sous un mode relativement faible sur le plan du nombre, parce qu'il y a relativement peu d'indications, mais la greffe persiste encore dans la pratique, à côté de la greffe d'îlot, qui, du fait des progrès de l'immunologie, des progrès de la préparation, a pu avoir des résultats bien plus intéressants.